Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10, et oui, un top 10 sur la chaîne, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait tout simplement. Je crois que le dernier ça remonte aux alentours du mois de décembre, début janvier pour ce qui était top 10 des meilleurs matchs de l'année, enfin bref. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, qu'on va parler selon moi des 10 plus gros flops des catcheurs d'NXT qui sont donc montés dans le roster principal. C'est un secret pour personne, il y a quand même beaucoup de catcheurs des anciens de NXT dans le roster principal qui sont très très mal utilisés et qui pourtant à NXT étaient vraiment très très bien utilisés. Et donc voilà, c'est une vidéo que j'ai trouvée assez intéressante. Et puis vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer directement. Je tenais d'ailleurs à le préciser quand même avant de commencer, ce n'est que mon avis bien évidemment, et sur quoi je me suis basé pour faire ce classement, eh bien c'est simple, je me suis basé sur le statut du catcheur quand il était à NXT et ce qu'ils en ont fait dans le main roster. Enfin bref, voilà. En 10e position, eh bien j'ai choisi de mettre Chad Gable. Chad Gable, il faut le rappeler, quand il était à NXT, il formait un duo avec Jason Jordan, donc American Alpha, une équipe que j'aimais beaucoup. Ils ont d'ailleurs gagné les titres par équipe de NXT ensemble. Si je me souviens bien, ils n'ont pas eu un règne très long. Je crois qu'ils ont reperdu les ceintures contre le Revival peu de temps après. Mais c'était une équipe qui était quand même globalement bien appréciée à la WWE, enfin en tout cas à NXT. Et donc, il est drafté à SmackDown le 19 juillet 2016. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait de bien intéressant du côté du roster principal? Il est devenu champion par équipe avec Jason Jordan, donc ça, ok, d'accord. C'est vrai qu'il n'a pas eu un règne très long, si je me souviens bien. Je crois qu'il est encore plus court que leur règne à NXT. Il a fait une alliance avec Shelton Benjamin, qui était pas spécialement dégueulasse, mais qui l'a mené nulle part. Et actuellement, il est en alliance avec Bobby Roode. Et on ne peut pas forcément dire que cette alliance marche du tonnerre. Donc le pauvre Chad Gable, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il est dans le roster principal, et j'ai l'impression qu'il est totalement perdu dans la masse en fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que Chad Gable, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, qui est capable de faire des excellents matchs, qui est capable de soulever des catcheurs beaucoup plus imposants que lui. Et pour moi, ce mec a vraiment du potentiel, que ce soit en équipe ou bien même en solo. Malheureusement, ce qui l'handicape, c'est sa petite taille, il est vraiment pas grand. Mais c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup ce catcheur et malheureusement pour lui, je le vois pas cartonner dans le main roster et c'est bien dommage. Ensuite, en 9e position, alors ils sont même plus là. Les mecs, ils sont plus là du tout, puisqu'on va parler de Soft. Soft qui était incontestablement l'équipe la plus over de NXT. Les mecs, c'était vraiment les showman. C'était le genre d'équipe qui n'était pas spécialement incroyable dans un ring, mais qui arrivait à fédérer pour la gimmick, pour leur niveau micro. Et les mecs faisaient un carton à NXT avant même d'être dans le roster principal. Ils ont fait donc leur début dans le roster principal en débutant le lendemain de WrestleMania 32, donc c'était le 4 avril 2016, en confrontant les Dudley Boyz et en se moquant donc de Boo Barrett et Brother Devon. Et en fait, ils ont rien fait d'autre. C'est-à-dire que je me souviens qu'ils avaient notamment eu un match contre le club avec AJ Styles en étant du côté de Cena, je crois, du côté de Battleground. Et voilà, après ils ont eu des matchs, ils ont eu des opportunités pour gagner les ceintures par équipe. Ils les ont jamais gagnées. Et même à NXT. À NXT, moi aussi, j'étais persuadé qu'un jour ils allaient toucher à l'or. Et finalement, non, c'est jamais arrivé. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé le 19 juin 2017? Eh bien, ils se sont séparés, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu tout un segment, tout un angle qui a attaqué Enzo Amore en backstage. Et finalement, c'était Big Cass qui disait que voilà, il en avait marre de Enzo Amore, que pour lui c'était du poids en plus, qu'il lui apportait absolument rien. Et ils ont donc eu un match tous les deux à Great Balls of Fire. Oui, je vous rappelle un show mémorable, les grandes boules de feu. Et donc c'est dans ce show légendaire qu'on a vu Enzo Amore se faire péter la gueule. Résultat, où ils sont actuellement, Big Cass est sur le circuit indépendant et pour le coup il porte bien son nom puisqu'il a bien pris du poids le pauvre. Et pour ce qui est de Enzo Amore, on l'a vu récemment au Survivor Series dans le public en essayant de faire la promo de son album de rap. Résultat, qu'est-ce que ça a donné? Il s'est fait virer par une meuf de la sécurité. Voilà, on peut dire qu'ils n'ont pas forcément très bien réussi leur après WWE, mais au-delà de ça, pour moi, c'est un gros gâchis,
puisque même si voilà, je ne suis ni fan d'Enzo Amore, ni fan de Big Cass, ensemble, on peut pas dire que c'était une équipe qui ne marchait pas, c'était une équipe qui marchait du tonnerre, qui avait une énorme fanbase, qui devait vendre plutôt pas mal au niveau des goodies. Et pour moi, en fait, le non-succès de cette équipe dans la division par équipe, bah pour moi, ça restera un mystère. En 8e position, j'ai mis aussi une équipe, puisque j'ai choisi The Ascension. Et certains me demanderont, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre The Ascension dedans, puisque bah, c'est vrai que Ascension, ça n'a jamais marché dans le roster principal. Ils sont dans le roster principal quand même, hein, je le précisais, depuis le 29 décembre 2014. Donc c'est énorme, c'est clairement les plus anciens qui sont dans le roster principal que j'ai mis dans ce top 10. Et puis ben alors, pour ceux qui n'ont jamais regardé NXT, eh bien l'Ascension, ça n'a pas toujours été une équipe de jobbers, puisque encore à l'heure actuelle, ils détiennent le règne le plus long de champions par équipe dans l'histoire de NXT, puisqu'ils ont été champions pendant 344 jours, donc ça fait presque un an de règne, règne qui s'était arrêté contre les Lucha Dragons. Mais au-delà de ça, voilà, cette équipe, j'ai décidé de la mettre dans les flops, puisque bah, ça va faire 4 ans dans un mois qu'ils sont dans le roster principal. Ils ont absolument rien eu de marquant, de concret. Est-ce que franchement vous êtes capable de me citer un match référence de l'Ascension? Est-ce que vous êtes capable de me citer une rivalité marquante pour l'Ascension? Moi j'en suis absolument incapable. De toute façon l'équipe était déjà enterrée dès le début, puisque au bout de un mois de début je crois, il s'était fait attaquer à Raw par la NWO et la DX et la APA aussi. Donc quand tu te fais casser la gueule par des vieillards qui ne catchent plus depuis presque 10 ans, ça te fait pas forcément une très bonne pub. Et moi je trouve ça dommage, parce que pour moi cette équipe avait vraiment du potentiel, et quand je les ai vus débuter dans le main roster, j'étais vraiment hypé pour le coup, et ben voilà, grosse déception. Ensuite, en 7e position, j'ai décidé de mettre Bobby Roode, The Glorious Bobby Roode, qui a fait ses débuts donc à SmackDown le 22 août 2017. C'est l'un des plus récents que j'ai mis dans ce classement. Qu'est-ce qu'il a gagné Bobby Roode à la WWE? Bon, déjà du côté de NXT, il a gagné le NXT Championship, et dans le roster principal, il a gagné le titre US. Et c'est vrai que pour moi, c'est un énorme flop, Bobby Roode. Déjà parce que son règne US, de champion US, pour moi, c'est un flop. Enfin, en tout cas, j'en ai absolument aucun souvenir. Je ne sais pas vous, hein. Peut-être qu'il n'y a que moi, mais j'en ai aucun souvenir. Je ne sais même plus comment il l'a gagné, et je ne sais même plus comment il l'a perdu. Pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Et puis bah, surtout, ils ont quand même eu la pire idée du monde, faire un face turn à Bobby Roode. Comme on dit, il y a une expression qui dit que ça sert à rien de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Eh bien là, c'est exactement le cas pour Bobby Roode. Je n'ai jamais compris pourquoi ils l'ont fait tourner face. Déjà de 1, parce qu'en face, je le trouve fade comme pas possible. Et puis bah, surtout en heel, il était absolument génial à NXT. C'était vraiment le cocky heel, le petit bastard, toujours bien sapé, qui prenait les gens de haut. Et vraiment, je vous invite à essayer de trouver des vidéos de Bobby Roode à NXT si vous ne suiviez pas NXT à l'époque. Et vous allez voir un autre Bobby Roode. Et là, vous allez vous dire, mais comment ils ont fait pour gâcher ce Bobby Roode? Eh bien, ouais, bah, tous les fans se le demandent. Et bah, là, actuellement, qu'est-ce qu'il fait Bobby Roode? Il est en équipe avec Chad Gable. Alors déjà, personne n'a su de où sort cette équipe. T'as l'impression d'être sur 2K19 avec des équipes qui se créent comme ça du jour au lendemain. Ben là, c'est exactement pareil. Là, c'est exactement pareil. Mon pauvre Bobby Roode, qui était si bien parti à NXT, et comme beaucoup d'anciens de NXT, je me suis vraiment demandé comment il pouvait le gâcher. Bah, j'ai eu ma réponse, et la réponse, elle fait vraiment très très mal. Ensuite, en 6e position, j'ai mis Sasha Banks. Alors Sasha Banks, bien évidemment, qu'est-ce que ça a donné à NXT? Tout le monde le sait, elle a gagné le titre féminin à NXT, et c'était, tout comme Bobby Roode, une excellente heel. Et puis bah, bien évidemment, elle a eu cette énorme rivalité avec Bayley, et ce match rentré dans la légende de la WWE, à NXT TakeOver Brooklyn, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur match féminin dans l'histoire de la WWE. Et c'est un match que je vous conseille absolument si vous ne l'avez tout simplement jamais vu. Du coup, qu'est-ce que ça a donné Sasha Banks dans le roster principal? Bon, déjà, elle fait ses débuts le 13 juillet 2015 avec le fameux segment où tu as notamment
Becky Lynch et Charlotte qui viennent également se joindre à la fête. T'avais Stephanie McMahon, t'avais toutes les catcheuses qui étaient là. C'était un moment qui était assez énorme, je m'en souviens, j'étais très content de toutes les voir monter. Et Sasha Banks, elle a eu 4 règnes. Elle a été 4 fois Raw Women's Champion. Et certains me demanderont pourquoi est-ce que je l'ai mis dans ce classement, tout simplement. Eh bien, en cumulant les 4 règnes de Sasha Banks, on arrive à un total de 82 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait même pas 3 mois de règne cumulé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Son règne le plus court a duré 8 jours. C'est quoi cette merde? Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu retiens de Sasha Banks dans le roster principal? Bien évidemment, son immense rivalité contre Charlotte qui a duré des plombes, des plombes et des plombes. Tout le monde en avait ras-le-bol de cette feud. Après ça, en fait, elle n'a pas eu grand-chose. Elle a eu une petite rivalité avec Alexa Bliss qu'elle a perdue. Et puis, elle a eu cette fameuse alliance qui tient toujours d'ailleurs avec Bayley. Finalement, ils se sont chamaillés, mais au final pas trop, mais au final non. Après, tu as eu le coup du psy. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Bref, c'était absolument mais infâme. Pour moi, c'est l'une des pires stories de cette année WWE. Il y en a beaucoup qui vont citer la rivalité entre Lashley et Zayn. Pour moi, ce qu'ils ont fait avec Sasha Banks et Bayley, c'est encore pire. Après, c'est totalement personnel. Mais tout ça pour dire que pour moi, Sasha Banks, c'est un énorme gâchis. Alors, je comprends bien évidemment, les jeunes filles adorent les lunettes Legit Boss et tout le machin. Je comprends totalement. Mais quel gâchis Sasha Banks à NXT quand elle était heel, c'était de l'or. Et là aussi, je me suis dit, mais ils peuvent pas la gâcher, c'est impossible. Eh ben, malheureusement, si. Chaque semaine, tu la vois dans des Six-Woman Tag Team Match. Mais qui ça intéresse en fait? Ça n'intéresse personne. Et j'aimerais revoir Sasha Banks en tant que heel, championne de Raw. Ça pourrait vraiment être très intéressant. Mais tant que Ronda Rousey est dans les parages, c'est même pas la peine d'y penser, malheureusement. En 5e position, j'ai décidé de mettre le Revival, donc Scott Dawson et Dash Wilder. C'est une équipe qui a marqué l'histoire d'NXT. Ils ont été 2 fois champions par équipe de NXT. Ils ont fait leur début à Raw le 3 avril 2017, donc le lendemain de WrestleMania 33, en attaquant et en battant le New Day. Donc quand ça part comme ça, tu te dis « Ah, peut-être qu'ils vont pas en faire de la merde. » En fait, si. Malheureusement, je sais plus quel membre s'est blessé, donc déjà ils ont été mis sur le carreau pendant très longtemps. Et malheureusement, depuis leur retour à temps plein, ils en font absolument rien et ça me casse les couilles parce que s'il y a bien une équipe qui m'a fait rêver à NXT, c'est bien cette équipe-là. J'ai toujours en tête ce match contre DIY, contre Ciampa et Gargano à TakeOver Toronto. Ce match m'a foutu les frissons, comme rarement j'ai eu les frissons devant du catch. Je me suis levé de ma chaise à la fin. Les mecs m'ont tout simplement donné goût au tag team wrestling, parce qu'avant ça, j'étais pas non plus un immense fan du tag team wrestling. Mais vraiment, je veux dire, ces mecs-là m'ont vraiment fait rêver à NXT. Et je peux vous dire que c'est un crève-cœur pour moi de les voir actuellement, en fait. Et je pense que je parle pour beaucoup de monde. Ces mecs-là méritent beaucoup plus, mais tellement plus de mise en avant. Et tous ceux qui ont regardé NXT me comprendront. Et ceux qui n'ont pas regardé NXT, je vous invite vraiment à aller voir leurs meilleurs matchs. Vous allez vraiment pas être déçus. Ces mecs-là peuvent sortir des excellents matchs. Et c'est un véritable crève-cœur pour moi de les mettre dans ce classement. Mais j'étais absolument obligé de les mettre. Ensuite, en 4e position, j'ai décidé de mettre Bayley. Alors vous le savez, je n'ai jamais été un grand fan de Bayley, que ce soit dans le roster principal ou bien même à NXT. Ça n'a jamais changé. Je n'ai jamais accroché à cette meuf. Mais en laissant de côté mes goûts, on peut pas dire le contraire. Cette meuf avait beaucoup de potentiel. Je pensais vraiment qu'ils allaient en faire la John Cena au féminin. Et c'est ce que beaucoup de sites de news annonçaient. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Bayley est devenue NXT Women's Champion à NXT tout simplement avant de perdre la ceinture contre Asuka. Elle a tenté sa chance à nouveau à TakeOver Brooklyn avant de perdre. Et ensuite, donc, elle est montée dans le roster principal le 24 juillet 2016. Donc, c'était pour Battleground. Elle est venue aider Sasha Banks contre, je sais plus c'était qui les adversaires, je crois c'était genre Dana Brooke et je sais plus qui encore. Enfin bref, c'est pas très grave. Et Bayley, c'est encore pire que Sasha Banks, puisque Bayley, elle a gagné le titre féminin de Raw, je ne sais même plus contre qui.
je vais pas vous le cacher. Et puis ben voilà, là aussi, elle n'a pas eu un règne flamboyant, elle a perdu le titre, si je me souviens bien, c'était à Payback 2017 contre Alexa Bliss. Et là, vous avez tous des visions d'horreur. Je viens de mettre Bayley et Alexa Bliss ensemble dans la même phrase. Je pense que vous vous souvenez notamment du Kendo Stick on a Pole match ou bien du segment La famille de Bayley. Je sais plus exactement c'était quoi le nom. C'était absolument putain d'horrible. C'était absolument dégueulasse. Et puis ben depuis, qu'est-ce qu'elle a fait de spécial Bayley? Bah rien en fait. Elle a eu cette alliance avec Sasha Banks qui dure depuis je ne sais combien de temps. Et puis ben, je vais pas me répéter, mais il y a eu ce début de tension, début de rivalité qui finalement n'a jamais eu lieu. Bref, la meuf, elle est totalement paumée à Raw, comme Sasha Banks. Et même si je n'aime pas Bayley, pour moi c'est un énorme gâchis. Pour moi cette meuf devrait être bien mieux utilisée. Et là on rentre dans le top 3. Alors là bien évidemment c'est du très très lourd. On va commencer donc en troisième position. J'ai mis Sami Zayn. Mais oui j'ai été obligé de mettre Sami là-dedans sans déconner. Sami Zayn qui n'est pas le mec qui a eu le plus grand palmarès à NXT, hein, il a gagné le NXT Championship, qui dans mes souvenirs, hein, son règne n'a pas duré très longtemps. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'il a eu de spécial? Il avait fait une apparition contre John Cena, c'était un Raw qui se déroulait à Montréal au Canada. Dans le fameux Open Challenge de Cena pour le titre US, il avait fait une belle performance avant de se blesser, si je me souviens bien. Il avait fait ses débuts officiellement dans le roster principal lors du Royal Rumble 2016 en éliminant Kevin Owens. Il a eu donc pour ses débuts dans le roster principal une rivalité avec Kevin Owens. Et puis ben plus récemment il a eu une alliance avec Kevin Owens. Et puis bah c'est un petit peu tout en fait. C'est tout ce que je peux vous dire de spécial sur Sami Zayn. Et malheureusement, voilà, il a fait quelques bons matchs à droite à gauche, notamment contre Kevin Owens à Battleground 2016, qui est pour moi l'un des meilleurs matchs de l'année 2016. Il a fait quelques bons petits matchs à droite à gauche. Il a fait quelques apparitions dans des multi-men ladder match, notamment lors du Money in the Bank, ou bien même lors du match pour le titre intercontinental à WrestleMania 32. Mais pour moi, ce mec a un immense potentiel. Et tout le monde était d'accord pour dire que c'était le next Daniel Bryan. Je m'en souviens, tout le monde le disait. Ce mec, ça va être le prochain Daniel Bryan. Il va forcer le respect de la part des officiels. Les officiels vont être obligés de le pusher parce qu'il y aura l'engouement du public. Ben non, en fait, pas du tout. Pas du tout, le pauvre Sami. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'il est dans le roster principal et il n'a toujours pas gagné la moindre ceinture. Et je trouve que c'est vraiment cruel. Pour moi, ce mec devrait déjà avoir au moins deux titres mineurs. Le titre intercontinental, le titre US, des titres par équipe, j'en sais rien, mais voilà, pour moi, ce mec, c'est un énorme gâchis. Pour moi, ce mec mériterait beaucoup plus que ça. Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser, mais voilà, ça fait chier. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Asuka. Ça va peut-être faire parler parce que l'air de rien, c'est peut-être pas forcément la meuf la plus à plaindre. Elle a quand même gagné le Royal Rumble féminin. Elle a été invaincue, elle a gardé sa streak d'invincibilité quand elle est montée dans le main roster. À NXT, bien évidemment, elle est devenue championne. Elle a battu tous les records, hein. Elle est restée invaincue très exactement 914 jours. Donc elle a gagné le Royal Rumble en début d'année. Sa streak s'est arrêtée à WrestleMania contre Charlotte, ce qui pour moi n'était pas une bonne chose à faire. Pour moi, c'était pas le résultat à faire et je persiste en fait. Et puis en fait, cette défaite contre Charlotte, pour moi, c'est le début de la fin d'Asuka. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, pour moi, c'est une autre Asuka qu'on a découvert. On parle quand même d'une meuf qui a perdu 2 fois d'affilée en pay-per-view contre putain de Mela. Je n'ai rien contre Carmella, mais Asuka qui perd contre Carmella à 2 pay-per-view de suite, c'est un crime. C'est un crime. On parle d'une meuf qui était putain de badass à NXT, qui est restée invaincue pendant plus de 900 jours, je ne sais pas si vous imaginez, et tout ça pour perdre contre Carmella. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire honnêtement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Asuka en deuxième position, parce que très clairement, cette Asuka que je vois chaque semaine à SmackDown n'est plus que l'ombre d'elle-même. J'ai même plus envie de dire que c'est Asuka. C'est pas la même catcheuse que je voyais à NXT. À NXT, il y avait cette aura, il y avait ce côté badass qui s'est totalement évaporé dans le roster principal.
On a une Asuka qui est là chaque semaine avec Naomi à faire copain-copine. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que ça va mener quelque part? J'en sais rien. On sait que la VE veut faire des titres par équipe féminin. Je trouve d'ailleurs que c'est une sacrée connerie de faire ça. Mais bref, je m'éloigne du sujet. Tout ça pour dire que pour moi, Asuka, c'est un énorme flop dans le roster principal. J'avais vraiment peur de sa montée dans le main roster. Et j'ai eu raison d'avoir cette crainte parce que franchement, ça fait peur à voir. Et enfin, avant d'arriver au numéro 1, numéro uno, je vais faire des mentions honorables, donc des catcheurs qui pour moi sont des flops dans le roster principal, mais qui ne méritent pas forcément d'être dans ce top 10 selon moi. On peut notamment citer Emma, qui avait pour moi un gros potentiel et qui n'a rien fait malheureusement pour elle. On a Bo Dallas, qui est le deuxième champion dans l'histoire de NXT, derrière Seth Rollins, et qui, depuis sa montée dans le main roster, ne fait absolument rien. J'aurais également pu citer Ruby Riott, qui a fait ses débuts il y a presque pile un an de ça, avec Sarah Logan et Liv Morgan. On ne peut pas forcément dire qu'elle ait marqué son empreinte dans le roster principal, on ne peut pas forcément dire qu'elle ait un match référence ou une rivalité référence. J'aurais également pu citer Tye Dillinger, qui était très over à NXT avec le 10 chant, et qui finalement, on le voit aller une fois par mois à SmackDown, et encore je suis gentil. J'aurais également pu citer Neville. Ce qui a sauvé Neville de ne pas finir dans ce top 10, c'est son incroyable heel turn et son règne en tant que champion cruiserweight. Mais sinon, t'enlèves ça, c'est vrai que ce qu'il a fait dans le roster principal, c'était vraiment pas terrible. J'aurais également pu citer Sanity, mais je les ai pas mis car ça fait moins d'un an qu'ils sont dans le main roster et je m'étais fixé cette règle. Il fallait au moins que les catcheurs que je cite soient dans le roster principal depuis au moins un an. Et vu que c'est pas le cas pour Sanity, ils sont pas dans ce top 10 tout simplement. Et donc, à la première place, je pense que je vais choquer personne. Je vais citer Finn Balor. Alors lui, vraiment, je comprends pas comment tu peux tuer un catcheur comme ça. Vraiment. C'est-à-dire que c'est le plus long champion dans l'histoire de NXT. Enfin, en tout cas, autour du NXT Championship. C'est le règne le plus long, de quelques jours devant Neville, si je dis pas de conneries. C'était un mec qui était méga over à NXT, forcément avec le Demon King. Il a fait des entrées incroyables, notamment à NXT TakeOver London avec une tronçonneuse. Et lui, c'est pareil. Lui, je me disais, mais c'est impossible. Tu ne peux pas louper Finn Balor, c'est impossible. Même si c'est un peu comme Nakamura, j'ai jamais été un immense fan de Balor. J'étais pas à fond dessus comme certains. Mais lui, j'étais vraiment persuadé qu'il allait cartonner dans le roster principal. Et en fait, pas forcément, puisqu'il est drafté à Raw le 19 juillet. Et on apprend que la WWE va instaurer un nouveau titre mondial à Raw, le titre universel. Et là, je me dis, intéressant, c'est pas mal. Et j'apprends que à SummerSlam, on a Rollins contre Balor pour le titre universel. Et là, je me dis, putain, ça a de la gueule, franchement. Balor bat Rollins devient le premier champion universel, donc je me dis, putain, ça a de la gueule, voilà, ils ont vraiment tout misé sur lui, ça fait plaisir. Et là, le problème, c'est que Balor se blesse dans le même match. Donc Balor, le lendemain, il doit rendre la ceinture. Donc Balor, il est mis de côté pendant un bon moment, et il revient, si je me souviens bien, aux alentours de WrestleMania 33. Et voilà, lors des premiers mois, il n'a pas forcément des rivalités exceptionnelles. Il va à droite, il va à gauche, et je me dis, bon, voilà, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, c'est peut-être pour ça, ils n'ont pas forcément envie de lui donner une grosse rivalité pour son retour. Les mois passent, et en fait, je m'aperçois que rien ne change. Est-ce que, honnêtement, je suis sérieux, est-ce que vous pouvez me citer une rivalité de Finn Balor qui vous a marqué dans le main roster? Sans déconner, est-ce que vous êtes capable de m'en citer une? Moi, je suis incapable. Je vais pas dire qu'il n'a pas fait de match référence, j'ai notamment son match contre Styles à TLC, qui me vient en tête, qui était vraiment bon pour le coup. Il avait même battu Roman Reigns clean à Raw, si je me souviens bien. Donc j'avais vraiment de l'espoir. En fait, je pense ce qui a tué Balor dans le roster principal, c'est sa blessure. Parce que derrière, la VE s'est dit, putain, le mec, on avait tout misé sur lui, il se blesse. Voilà, tu peux pas forcément lui faire confiance. Et je trouve quand même que c'est très sévère si c'est vraiment pour ça qu'ils veulent pas lui redonner une ceinture. Je trouve quand même que c'est très sévère. Parce que même si je suis pas un immense fan de Finn Balor, le mec, il a une communauté derrière lui.
il est aimé par les fans, il reste quand même assez over, malgré son niveau au micro qui est vraiment pas terrible. Je veux dire, le mec a presque tout. Il a vraiment, pour moi, il a presque tout pour réussir. Et le mec, ben, j'ai l'impression que le mec ne va absolument nulle part. Et ça fait presque 2 ans que ça dure. Et je trouve que c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Finn Balor en numéro un. Parce que pour moi, ça reste quand même un flop. Quand tu vois ce que le mec avait comme potentiel. Et quand tu vois ce qu'il fait actuellement. Je trouve quand même que c'est quand même très très chaud. Et bien voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce top 10, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ben moi je vous invite à donner votre top 10 des plus gros flops des catcheurs venant d'NXT dans le main roster, ça pourrait être quand même grave intéressant. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo pour le soutien, la partager, la commenter, bref, vous faites ce que vous voulez. Cette vidéo est terminée, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis bah moi je vous souhaite donc un bon week-end à vous. Allez, moi je vous laisse. Salut les gars.